Bonjour et bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Moi, Kim Blais-Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle du tabac. On parle du lien qui existe entre le tabac et le cancer du poumon. On le sait, le tabac est un facteur de risque qui prédispose à plusieurs cancers, plusieurs maladies, dont justement le cancer du poumon, qui est en fait un des plus grands tueurs au Québec. Dans le fond, la raison de la mortalité numéro 1. Oui, Québec, Canada, monde, le tabagisme tue et ce depuis longtemps, on le sait. On a aujourd'hui une invitée vraiment le fun, Marianne Lacasse, qui est infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne dans la région de Chaudière-Appalaches, qui travaille étroitement avec des problématiques pulmonaires, notamment le cancer du poumon, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, pour dire quelque chose, souvent liées au tabac. L'épisode d'aujourd'hui, là, c'est vraiment dans une perspective de prévention. On veut expliquer c'est quoi un cancer du poumon, comment on le détecte. On le sait que le tabagisme est un facteur de risque important, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait de fumer sur le corps? Pourquoi ça nous met à risque? Les autres types d'irritants qui peuvent amener des cancers du poumon, hein, on entend des fois des gens dire il n'a jamais fumé de sa vie, mais il y a un cancer du poumon. Fait qu'on va parler un petit peu de ça. Puis, quelques stratégies pour penser à arrêter de fumer pour ceux que ça pourrait être une option à venir. Alors, ça va être une belle discussion. Vraiment. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Marianne, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Info IPS. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Marianne, tu es infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Depuis 11 ans maintenant, oui. Tu travailles dans la région de Chaudière-Appalaches. Marianne, tu as une pratique assez variée. Tu travailles auprès des jeunes à la clinique jeunesse. Tu travailles aussi dans une clinique spécialisée pour la maladie pulmonaire obstructive chronique. Et tu travailles dans un GMF où il y a des résidents en médecine, donc un GMFU, tu es préceptrice, tu supervises des médecins résidents, des IPS aussi. Tu es impliquée à l'ordre, activement impliquée à l'ordre depuis très, très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres engagements qu'on a manqués? Il y en a plusieurs que j'ai cessés dans les dernières années, mais mon CV commence à être très occupé. Oui, un beau curriculum. Tu veux-tu nous parler brièvement un petit peu de toi et de ta pratique en ce moment? Dans le passé, j'ai été conseillère municipale, j'ai été présidente d'une association de personnes handicapées. Okay. J'ai été bénévole en allaitement, j'ai fait ma formation de consultante en lactation. Ça fait 26 ans que je suis infirmière. Est-ce que tu as fait la technique ou j'ai le fait bac la technique? direct? Oui, j'ai fait la technique. Par la suite, j'ai fait le bac et je suis allée faire la maîtrise. Excellent. Bien, félicitations pour ton beau parcours. Fait qu'on t'a demandé, évidemment, de venir parler avec nous de cancer du poumon. On est la première série de notre projet s'insère dans beaucoup l'aspect préventif. On décortique la fiche de prévention clinique pour vraiment outiller les gens à mieux comprendre les motifs de pourquoi on insiste sur les habitudes de vie, puis on ne pourra pas passer à côté du tabagisme aujourd'hui, mais comme tu as une expertise en santé respiratoire avec la clinique MPOC, je pense que c'est tout à fait approprié que tu sois avec nous. On y va? On y va. Aujourd'hui, on commence avec notre tradition. On a plusieurs vrais ou faux qu'on va te partager. Le but, c'est pas d'élaborer, mais plutôt de répondre vrai ou faux. Puis au courant de l'épisode, là, les gens pourront retrouver nos réponses au courant de l'émission. Parfait. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est bon, on commence. Donc, un fumeur sur 2 décédera d'une maladie liée à son tabagisme. C'est vrai. Une personne qui fume socialement n'est pas considérée comme un fumeur. C'est faux. On est enceinte ou on ne l'est pas. Ah, c'est bon, ça. Lorsque les symptômes apparaissent, le cancer du poumon est le plus souvent à un stade avancé. Très avancé même, vrai.
Le cancer pulmonaire peut être détecté à un stade précoce grâce à des scanners à faible dose. C'est vrai. Le vapotage est beaucoup plus sécuritaire que le tabac. C'est possiblement faux, on ne sait pas. On pourra en reparler tantôt. Le risque de maladies cardiovasculaires, là, comme l'hypertension, les crises de cœur, tout ce qui est les maladies des vaisseaux, redeviendrait semblable à celui d'une personne qui a jamais fumé de sa vie une fois qu'on a arrêté pendant près de 15 ans. C'est vrai. Le radon, un gaz naturel inodore, se place au 2e rang des principales causes du cancer du poumon après le tabac. C'est vrai. Les produits du tabac sont des facteurs de risque associés à plus de 16 cancers. Encore vrai. J'aimerais ça que tu nous partages une croyance, un mythe que tu vois dans ta pratique associée au cancer ou même au niveau du tabac ou du vapotage. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais nous partager? Une fausse croyance. Une fausse croyance. Bien, il y en a plusieurs qui pensent que maintenant qu'ils sont malades, qui ont soit un cancer ou une maladie pulmonaire, ça ne sert plus à rien d'arrêter de fumer parce que c'est leur seul plaisir dans la vie. Malheureusement, ça vient raccourcir leur qualité de vie. Exact. Oui, puis autant que ça c'est peut-être leur plaisir, mais il y a de l'espoir quand même de gagner des années. Oui. Je lisais que quand on arrêtait de fumer à partir de 60 ans, on gagnait 3 ans d'espérance de vie, mais ça s'allonge à 10 ans si on arrête dans la trentaine ou quarantaine. Là. Fait que peu importe l'âge, là, je pense qu'un des messages clés aujourd'hui, là, c'est à retenir. Peu importe vous êtes rendu où dans votre parcours de vie, c'est toujours un bon moment d'arrêter. Là. Excellent. Il n'est jamais trop tard. Exact. Donc là, le cancer du poumon, c'est quoi? Il y a 2 types. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, il y a le cancer du poumon à petites cellules qui est un cancer qui touche environ 15 % des gens qui vont avoir un cancer du poumon. Malheureusement, c'est un cancer qui est très agressif. Vu que les cellules sont plus petites, il va s'infiltrer plus rapidement dans les vaisseaux sanguins, dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, la plupart du temps, il va déjà avoir causé des métastases quand il va être trouvé. C'est un cancer qui ne peut pas être opéré. Il va avoir des traitements de chimio, des traitements de radio, mais l'opération est complètement impossible. Il y a le cancer non à petites cellules, que là, c'est 85 % Des gens atteints. Des gens atteints de cancer. S'il est trouvé tôt, le cancer non à petites cellules, la plupart peuvent être opérés, mais s'ils sont pris à un stade tardif, comme le stade 4, le taux de survie est quand même bas. Puis l'autre chose que j'ai oublié de dire, le cancer à petites cellules est très fortement associé au tabac. Tandis que le non à petites cellules peut être principalement par le tabac, mais il y a quand même d'autres causes, là. Essentiellement, il faut se rappeler que le cancer du poumon, un cancer en soi, c'est un dérèglement dans la régénérescence de nos cellules qui se fait naturellement constamment, mais que là, il y a comme un bug dans ce processus-là, puis il y aurait des cellules... Ça, c'est provoqué par des éléments irritants, cancérigènes, comme on entend souvent. Donc, le tabac et les autres qu'on parlera, c'est un peu ça qui se passe. Donc, ces cellules-là, c'est les cellules du poumon, dans ce cas-ci, qui seraient atteintes là, pour faire le cancer. Puis, ça ressemble à quoi le portrait du cancer pulmonaire actuellement? Le cancer du poumon, c'est le cancer qui cause le plus de décès au Canada. Il y a quand même beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui vont être atteintes par un cancer du poumon. Plus de femmes vont être atteintes d'un cancer du poumon qu'un d'un cancer du sein. Oh, ah, OK. ouais, hein? Oui. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est le plus meurtrier? C'est qu'il est peu symptomatique. Quand les gens commencent à avoir des symptômes de leur cancer, c'est qu'il est avancé. Mm-hmm. Soit qu'il est en train d'obstruer une bronche, soit qu'il est en train de saigner, que là, les gens vont cracher du sang. Mm-hmm. Mais quand il est rendu à un stade comme ça, il est très avancé. Alors que s'il avait été pris beaucoup plus tôt, ben, il y aurait peut-être eu des chances de survie plus importantes. Actuellement, le taux de survie à 5 ans, c'est un peu moins de 20 %. Oui, 17 % que je lisais, là, c'est quand même très triste. Puis on le sait que le tabac, il n'est pas bon, là. Tout le monde le sait, puis on ne donne pas de surprise aujourd'hui, mais comment ça affecte le poumon? Comment que le poumon va être affecté puis qu'il va faire en sorte qu'on va développer un cancer? Bien, il y a une partie que la nicotine va faire une vasoconstriction, donc ça va avoir un impact là. Puis
La même chose. On a un rôle de vulgarisation à faire ici, là. Vas-y. OK. Non. La vasoconstriction, ça se constricte, ça contracte. Donc, les vaisseaux vont rapetisser, sont moins flexibles aussi, je pense. Hein, c'est une des conséquences là, sur les vaisseaux. Il y a une perte d'élasticité au niveau du tissu pulmonaire aussi. OK. Il y a plus de 7000 composants chimiques dans le tabac. Donc, 7000? C'est beaucoup, là. C'est incroyable. C'est un long étiquette. On parle souvent des étiquettes alimentaires. Ça, c'est un... Après 5, on arrête, imagine, 7000. Puis on retrouve des affaires épouvantables, là. L'arsenic, du goudron. Ah, puis on a lu, des du formol, ouais. du liquide à batterie. C'est quand même... Mais, continue. Fait que là, on disait comment ça peut faire le cancer. Fait que ça vient inflammer le poumon. Évidemment. Ça vient nuire aussi à sa régénération. C'est comme si le système immunitaire travaille moins bien, puis le rend plus vulnérable à développer un cancer. Puis vu qu'il n'est pas capable de se défendre aussi bien que quelqu'un qui ne fume pas, bien, le cancer prend le dessus. Bien, exact. Puis c'est pas juste le cancer du poumon. Le tabac est associé au-dessus de 16 cancers. Oui, dont le cancer du col de l'utérus. Exact. Le cancer de la bouche, cancer de la gorge. Des cancers au niveau des reins aussi. Oui. Puis, on disait là, qu'il y avait... Bon, c'est un cancer qui tue beaucoup parce qu'il est surtout asymptomatique dans les phases du début. Fait que quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. C'est un cancer qui est aussi de plus en plus diagnostiqué parce qu'on a des nouvelles avenues. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse mieux le traiter? Il y a un programme de dépistage qui a cours au Québec qui s'adresse aux gens de 55 à 74 ans qui sont fumeurs ou qui ont cessé de fumer depuis moins de 15 ans et qui ont fumé un total de plus de 20 ans ou plus. Okay. Puis selon une échelle de facteurs de risque de développer un cancer du poumon peuvent être admissibles au programme de dépistage qui est un TACO, un scan ou un TDM, selon les régions. Là, il y a des gens qui utilisent différents termes, mais qui est à plus faible dose qu'un TACO thoracique normal. Donc, qui expose les gens à beaucoup moins de radiation qu'un TACO normal, et c'est beaucoup plus précis qu'une radiographie pulmonaire, parce que la radiographie pulmonaire va voir une masse qui est plus importante, c'est ça. mais ne sera pas capable de détecter un petit nodule. La radiographie, par exemple, peut trouver une pneumonie qu'on va se rendre compte qu'elle ne régresse pas, puis que là, on va demander d'autres examens. Mais peut-être que si la personne avait passé ce type de dépistage-là, ben on aurait trouvé son cancer avant qu'il développe des pneumonies sur son cancer. Oui, il faut comprendre que la radiographie, tu sais, c'est une photo, c'est un plan, alors qu'un scan va prendre plusieurs angles, va couper plusieurs images, puis on est capable de reconstruire l'image à l'intérieur. Donc, on est mieux en mesure d'identifier des anomalies. Puis, je pense que c'est bien que tu aies nommé, là, c'est vraiment un scan à faible dose. Donc, évidemment que c'est devenu un règlement. En fait, le gouvernement provincial s'est penché sur la question, puis on a intégré ce programme-là depuis 2021 parce qu'on peut sauver des vies, là. Donc, on se trouve à dépister des cancers à des stades beaucoup plus précoces, puis une meilleure espérance de vie. Oui, en effet, si il est détecté dans les premiers stades, surtout s'il n'a pas commencé à causer de métastase, le taux de survie est de beaucoup augmenté. Je pense que je lisais 68 à 90 % de taux de survie à 5 ans chez des patients qui ont un stade 1, là, donc ça serait dans le début de la maladie. Quand tu parles de métastase, là, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est quand le cancer réussit à infiltrer, donc s'insérer dans le réseau sanguin ou le réseau du système lymphatique pour aller ailleurs dans un autre organe. Donc, à ce moment-là, il se répand dans le corps. C'est de comprendre aussi que, dans le fond, pour avoir une prescription, dans le fond, c'est prescrit, ce test de dépistage-là. Puis, dans notre fiche de prévention clinique qu'on parle souvent, on doit, nous, comme professionnels de la santé, venir voir si notre patient est éligible aussi. Puis je pense que comme patient, c'est de venir challenger son professionnel de la santé parce que souvent, on parle du sein, on parle de la prostate, on l'oublie. On oublie ce dépistage-là. Fait que comme patient, n'hésitez pas à challenger votre professionnel puis de nous rappeler l'importance du dépistage. C'est vrai.
Puis on va mettre dans la discussion là, le lien pour aller faire le calcul, hein, de c'est quoi le risque. Mais comme tu dis, Kim, je pense que c'est super important d'en parler. Puis c'est quand même assez récent, mais c'est à nous aussi de solliciter. Là, c'est une décision partagée, hein, ce n'est pas une obligation. Les patients qui ne sont pas intéressés à faire le test, c'est tout à fait correct, mais ça peut sauver des vies. On a parlé du dépistage, mais allons-y avec, tu sais, qu'est-ce qui cause le cancer, le tabac. On a effleuré la discussion. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient causer le cancer du poumon? Il y a le radon, qui est un gaz qui est inodore, qui peut être dans les sous-sols des maisons. Puis, il y a un appareil qui existe là, pour être capable de mesurer les taux de radon pour voir est-ce qu'il y a des risques. Et si c'est le cas, on évite de dormir dans la chambre pour diminuer les risques d'avoir une chambre au sous-sol. C'est facilement accessible aussi sur le site. Les gens peuvent aller voir, commander leur petit appareil pour l'installer à la maison aussi, sur le site de pneumologie là, au niveau du Québec, pour faire le dépistage dans leur maison, pour voir si justement ce petit gaz-là, parce qu'il est inodore, là, on ne le sent pas. Ça pourrait être dans n'importe quelle maison. En effet. On parlait de tabac. Je pense que la fumée secondaire tue encore? Oui. Oui, parce que ça remonte à pas tant longtemps, les interdictions de fumer dans les lieux publics. Puis, on se rappelle que le cancer du poumon, c'est un cancer qui se développe sur plusieurs années. Ouais. Donc, les gens qui actuellement ont un cancer du poumon ont été exposés pendant très longtemps à la fumée du tabac. Puis c'est juste depuis 1998 que le tabac est interdit de vente aux mineurs. Ça a été quelques années plus tard où c'est qu'ils ont restreint les lieux publics, où c'est qu'on avait le droit de fumer. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai connu des années où il fallait que tu sais, mes draps sentaient la boucane alors que j'ai jamais fumé moi, mais on a fumé indirectement, là, quand même, pendant quelques années. Fait il y avait un fumoir dans ma polyvalente. Hey, tu sais, Puis, à l'intérieur. À l'hôpital, quand j'ai commencé à travailler, pour aller dans la zone non-fumeur, il fallait passer la zone fumeur de la cafétéria. Imagine! Dans les avions, on peut fumer dans les avions. C'est vraiment fascinant à quel point on a évolué. J'ai peut-être un souhait même que l'alcool deviendra peut-être un jour de la façon qu'on parle du tabagisme aujourd'hui. Là. Oui, puis c'est pas comme ça partout. Quand on voyage, je pense qu'on est sévère quand même au Québec, au Canada, puis je pense que c'est bien correct comme ça, mais ailleurs aussi, je trouve, en tout cas pour ma part, c'est personnel, là, mais des fois sur les terrasses, les gens peuvent encore fumer. Ouais. Puis au-delà, on parlait tantôt du vapotage aussi. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de données, mais tu sais, chez nos jeunes, qui est justement la cigarette électronique qui est très populaire, qui je pense est un fléau dans les écoles, on sait que on n'a pas beaucoup d'études, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi là-dessus sur le vapotage? Mais ça cause quand même une inflammation au niveau des poumons parce que la substance qu'il y a dedans, c'est de la glycérine qui est amenée à une haute température pour faire un aérosol avec la nicotine ou avec les autres produits qu'il peut y avoir. Les arômes. Même s'ils sont plus supposés d'en avoir, ils ont trouvé des trucs pour en avoir pareil. Donc, ça amène une inflammation au niveau des poumons, ça diminue les capacités d'effort. Ça peut être associé aussi à une maladie pulmonaire associée au vapotage qui, il y a quelques années, a créé vraiment beaucoup de dommages chez des jeunes qui sont ramassés avec une grosse maladie pulmonaire. Puis plus le taux de nicotine est élevé, dans la vapoteuse, plus il y a de risques. Il y a aussi des études qui démontrent que le vapotage, chez les adolescents, ça augmente le risque de passer à la cigarette ou de consommer d'autres types de drogues. Donc, c'est pas négligeable, le vapotage, là, ni pour les adultes, ni pour les adolescents. Puis tu parlais au niveau des petits récepteurs un petit peu plus tôt, là, au niveau du cerveau, justement. Est-ce que tu peux l'expliquer quand, mettons, plus que tu fumes, il y a des petits récepteurs, puis plus que tu lui en donnes, plus on va en demander? Oui, la nicotine, ça prend 10 secondes quand on a fumé ou vapoté pour que ça arrive au cerveau. Et ça vient se fixer sur des récepteurs qui sont les récepteurs d'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur. C'est un peu comme si la nicotine, c'est une clé qui se fixe dans une serrure. Puis là, à un moment donné, les serrures sont toutes occupées par des clés. Fait que le cerveau, lui, il se ramasse avec trop de clés. Donc, il crée d'autres serrures, ce qui fait en sorte que la dopamine est libérée en beaucoup plus grande quantité. Puis la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui nous amène un certain plaisir. La récompense. Oui, la récompense. Donc, chaque fois que toutes nos serrures sont occupées par nos clés, on se sent bien.
Puis là, quand le taux de nicotine descend, les clés s'enlèvent. Fait que là, on se sent moins bien. Donc, on refume, on vient combler nos serrures, et là, à ce moment-là, on se sent bien. Puis plus qu'on fume, plus qu'on se ramasse avec de ces petites serrures-là, puis qu'on a besoin, parce que chaque fois qu'il y en a plus suffisamment qui sont occupés par une clé, ben on se sent pas bien, puis c'est là que les gens ont un symptôme de sevrage. Puis qu'il y a une dépendance qui s'installe. Effectivement, parce qu'ils sont bien quand ils consomment le tabac ou la nicotine. Fait que, tu sais, quand on accompagne les gens dans leur chemin pour arrêter de fumer, hein, c'est un processus, on n'est pas là pour imposer la décision à qui que ce soit, mais vraiment on prend le patient ou l'individu où il est rendu dans sa décision. Mais souvent, on entend « Ah, ça me détend » ou « Ah, je suis accro » ou tu sais, c'est très social. Chaque personne a une raison. Hein, fait essentiellement, ces symptômes-là, souvent, c'est qu'ils pensent que c'est, comme tu dis, c'est un bien pour eux, mais essentiellement, c'est des symptômes de sevrage qui sont masqués, en fait, qui ne sont pas pris conscience, là. C'est ça, puis qui doivent être répondus. Donc, pour eux, c'est sûr, arrêter, c'est difficile. C'est une drogue. Le corps en demande. Il en demande de plus en plus. Rien n'est impossible, évidemment. Puis, si on revient, par exemple, au niveau des irritants, il y avait aussi l'arsenic qu'on a lu aussi beaucoup, quand même un petit peu. On a tendance à l'oublier. Mais l'arsenic, il y en a dans l'eau, il y en a dans plusieurs aliments. Par exemple, le riz brun contient plus d'arsenic que le riz blanc. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Ah, je pensais que c'était le riz contraire. Oui, moi aussi. Pour rincer les deux de toute façon, mais OK, le riz brun. Fait qu'il y a plein de composés chimiques comme ça qu'on retrouve dans la nature, mais c'est l'accumulation qui fait en sorte que c'est pas bon. Puis l'arsenic, vu qu'il y en a une bonne partie qui peut venir de l'alimentation, bien, si on a un bon transit intestinal, bien, ça diminue la quantité d'arsenic qu'on absorbe. Donc, ça vient nous aider à Faut diminuer manger les des fibres. Ben, ça fait du sens. Le psyllium, entre autres. D'accord. Mais ça fait du sens parce que si on n'a pas un bon transit, les toxines ou les aliments méchants, là, cancérigènes, vont stagner dans le système digestif puis ont plus de temps pour faire du dommage. Là. C'est un peu... bon, on parlait des autres irritants. Il y a l'amiante qui, pendant des années, a fait des ravages. Puis il y a d'autres composants là, qui... la peinture, les solvants. À l'époque, les gens ne mettaient pas de masque pour travailler, alors que maintenant, ça existe. Là, la CNESST n'est pas là pour rien. Elle est là pour encadrer les gens puis leur recommander des mesures de protection pour diminuer ça. Puis c'est pas pour rien qu'ils recommandent. Il faut les porter. Attention. Oui, puis au niveau des pompiers, maintenant, ils ont des mesures de protection supplémentaires. Ils ont des lavages obligatoires de leur tenue à faire quand ils ont été exposés parce que les pompiers étaient beaucoup plus à risque de développer un cancer du poumon que d'autres types de populations. Fait que le travail peut être un facteur de risque quand même important. À cause de l'exposition. Exact. Fait que même s'il ne fume pas, il peut être exposé à d'autres choses. C'est ce qui fait qu'on entend souvent, tu sais, mon Dieu, il a un cancer du poumon, mais il n'a jamais fumé de sa vie. Tu sais, c'est 85% des cancers sont liés au tabagisme, certes, puis ça peut être du tabagisme secondaire, mais il y a, comme tu disais, l'arsenic, on lisait, là, c'est l'arsenic digéré, en fait, qui est absorbé au niveau du système digestif, qui est plus nocive. Celle qu'on va inhaler va amener des symptômes respiratoires, mais essentiellement, celle qu'on va consommer, là, comme tu disais, dans le riz, il y en a un petit peu partout, mais c'est le cumul. Qu'est-ce qu'il y en est de la prédisposition génétique? Donc, on a parlé du tabac qui cause le cancer, on a parlé des différents irritants, la cigarette électronique. La génétique, elle joue quel rôle? Ouais. J'ai pas lu les études à ce sujet, mais je pense que chez certaines personnes, il y a une certaine prédisposition. C'est moins évident que pour le cancer du sein avec le BRCA. Oui. L'autre chose, c'est est-ce que c'est génétique ou c'est l'exposition des autres membres de la famille au tabagisme d'un des membres de la famille. Que tout le monde a fumé finalement avec la fumée secondaire. Puis, oui, parce que la conjointe ne fumait pas, mais les enfants développent un cancer du poumon. Ça peut être parce que papa fumait dans la maison aussi. Là, donc, bien, sans doute qu'il y en a un. Et puis c'est correct si on ne connaît pas la réponse, mais dans le calculateur de risque, il y a
est-ce qu'il y a un antécédent familial de premier degré de cancer du poumon? Fait qu'il y a probablement, puis on pourra faire nos petites recherches pour une autre fois, mais essentiellement, c'est sûr qu'il y a une prédisposition. C'est moins fréquent. C'est définitivement moins fréquent, mais il y en a une petite. Puis au niveau des autres facteurs, les habitudes de vie. Mais l'ensemble des habitudes de vie est contributoire à l'ensemble des cancers. Exact. Donc, le surpoids, de moins bien manger, de ne pas faire d'activité physique, ça fait partie aussi des risques. Consommer de l'alcool, fait que quelqu'un qui boit du fort puis qui fume, ben, il augmente encore plus son risque de cancer dans toute la sphère, là, ORL, donc le nez, la gorge, le pharynx. Puis, tu sais, faut penser, faut le voir comme une santé de nos cellules. Hein? Le cancer, c'est une maladie de nos cellules qui sont localisées dépendamment de l'endroit où il y a eu une fragilité, où il y a eu une plus grande agression. Fait qu'il faut prendre soin de nos cellules par ces bonnes habitudes de vie-là. On sait que l'activité physique réduit l'inflammation, donc on est plus en mesure de combattre des agressions, puis de consommer des aliments qui sont sains, qui nous aident et qui nous nuisent pas davantage. Un bon carburant dans notre corps parce que, tu sais, si on compare avec un auto, puis on l'a déjà fait, tu sais, on a un corps, c'est notre petite voiture d'en prendre soin parce que malheureusement, c'est pas toutes les pièces qui peuvent se changer. Ouais. Les poumons sont importants, puis tous les autres organes aussi, là. Puis, tu sais, même au niveau de la pollution atmosphérique, tu sais, au niveau de certains pays, certains endroits dans le monde que les cancers du poumon vont être un petit peu plus élevés aussi. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi de... Tu sais, par exemple, les Européens fument un petit peu plus que les Québécois. Est-ce que tu as quelques chiffres où, au niveau de le cancer du poumon serait plus élevé dans certains endroits? J'ai pas les chiffres, mais je sais qu'au niveau de l'Inde, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de smog. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont dans des dépotoirs, dans les pays plus pauvres, où est-ce qu'ils sont exposés à d'autres substances chimiques qui les mettent plus à risque parce qu'il y a des émanations toxiques dans ces dépotoirs-là. Mais pour eux, c'est un mode de vie parce que c'est leur façon de gagner des sous. C'est la réalité. J'avais lu, moi, qu'en Asie, 40% des cancers étaient de non-fumeurs. Ouais. Fait que, tu sais, l'Asie est quand même très polluée aussi, là. Fait que je pense qu'il y a un bon impact au niveau de la qualité de l'air. Puis on est très privilégiés ici, là, d'avoir cette santé naturelle. Ça ressemble à quoi les symptômes d'un cancer du poumon? La plupart des gens qui vont commencer à avoir des symptômes, on le disait tantôt, c'est que le stade commence à être avancé. Donc, ça va être une toux qui n'arrête pas vraiment. Ça peut être des gens qui font pneumonie par-dessus pneumonie. Fait qu'ils ont un moins bon système immunitaire. Hein? Ils se font facilement infecter par des infections. Oui. Ça peut être des gens qui crachent du sang. Cracher du sang, à moins qu'on aille saigner du nez, c'est pas normal de cracher du sang. Quand on sait que ça vient des poumons, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui se passe mais malheureusement, quand on est rendu qu'on crache du sang, c'est souvent un signe que c'est rendu très avancé, là. Fait que de bien distinguer, parce que souvent, nos fumeurs vont déjà tousser un petit peu, vont déjà être un petit peu essoufflés. C'est de ressortir les symptômes qui sont nouveaux. Puis en même temps, si c'est des symptômes qui persistent, bien peut-être de consulter justement pour voir. Puis même si on a une radiographie qui est normale, ça peut être une fausse réassurance. Fait que des fois, de pousser un petit peu plus davantage, puis de ne pas hésiter à reconsulter si les symptômes repersistent à nouveau. Puis les symptômes peuvent être confondus avec d'autres problèmes de santé. L'asthme fait partie des maladies qui peuvent provoquer une toux qui est chronique. La maladie pulmonaire obstructive chronique aussi va amener une toux qui persiste, puis que les gens vont avoir tendance à s'infecter plus souvent, à faire des bronchites plus souvent que la population générale. Fait que ça peut donner les mêmes symptômes qu'au niveau du cancer du poumon. Puis si on cherche pas, on n'essaye pas de trouver qu'est-ce qui explique cette toux-là, on peut passer à côté d'un cancer. Parce que la toux, c'est un symptôme. C'est pas une maladie. Il faut comprendre que tousser, c'est un mécanisme de protection. Le corps, il cherche à se protéger, soit parce qu'il y a des sécrétions qui tombent dans la gorge ou parce qu'il y a des irritants. Tu as nommé la maladie pulmonaire obstructive chronique, la MPOC. C'est quoi? La MPOC, il y a deux formes de maladies dans la MPOC. Il y a l'emphysème, où tes bronches, ils vont devenir moins élastiques, puis les alvéoles qui sont au bout, où se fait les échanges gazeux, ça va devenir un peu comme un élastique qu'on a trop étiré. Il devient beaucoup moins souple, puis il ne reprend plus sa place. Fait que l'air va rester emprisonné dans les alvéoles, ce qui va diminuer la capacité des échanges gazeux. Puis sur le long terme, les gens
se détériorent, ils deviennent beaucoup plus essoufflés. Ça va devenir... Souvent, les gens sont cachexiques, sont maigres secs, Ouais. puis ils ont beaucoup, beaucoup d'essoufflement avec l'emphysème. Puis ça augmente leur risque aussi de s'infecter. Et il y a la bronchite chronique, que là encore, il y a un épaississement au niveau des branches. Donc, les branches sont plus petites, l'intérieur est plus petit, puis ils produisent plus de sécrétion. Fait qu'en produisant plus de sécrétion, ils crachent plus. Eux aussi ont beaucoup plus de risques de s'infecter. Quand tu disais les échanges gazeux, là, pour bien comprendre, c'est que dans les alvéoles, là, c'est là où le sang se fait oxygéner. Hein? C'est là qu'on fait le transfert entre... puis là, après ça, le sang qui a de l'oxygène va circuler. Donc, à ce moment-là, ces gens-là ont tendance à respirer plus rapidement. Il faut qu'ils cherchent plus leur air parce que, justement, ces échanges-là ne se font pas bien. Puis quand tu disais sont très, très maigres, certaines personnes, là, l'emphysème, par exemple, c'est qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour respirer. Exactement. C'est super souffrant. Puis c'est quoi la cause numéro 1 de ces maladies pulmonaires-là? Encore là, c'est le tabac. C'est le tabac. Hein? Fait que c'est souvent un continuum. Hein? Ces gens-là peuvent souffrir sont très à risque de cancer, évidemment, mais vont passer par ces maladies pulmonaires-là, malheureusement. Puis l'MPOX, c'est la 4e cause de décès au Québec et au Canada. Puis c'est la première cause d'hospitalisation au Québec. Ah ouais. Puis c'est souvent des gens qui font un phénomène de porte tournante. Donc, ils vont consulter beaucoup dans les cliniques, ils vont consulter beaucoup à l'hôpital parce qu'ils sont malades souvent. Puis ça peut prendre plusieurs épisodes avant qu'un professionnel finisse par dire « il y a peut-être un problème, on devrait te faire passer un examen pour dépister cette maladie-là. » Et c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. On peut diminuer l'impact de la maladie avec certains traitements. Puis la meilleure chose pour ralentir la progression, c'est d'arrêter de fumer, là encore. Puis on le sait, dans le fond, le tabac affecte les poumons, mais peut être contributoire à beaucoup d'autres problèmes de santé aussi. Oui. Comme quoi, par exemple, qu'on pourrait revoir chez ces gens-là? Ils seraient plus à risque de développer quel type de maladie? Des maladies du cœur, faire des crises cardiaques, faire des AVC. Qu'est-ce que ça fait concrètement, la cigarette sur notre santé cardiovasculaire? On le disait tantôt, hein, un peu, ça durcit. Les artères, ça fait monter la pression, ça augmente la fréquence cardiaque. Fait que le cœur, il pompe plus. Puis en faisant monter la pression, avec des artères plus petites, ça augmente les risques de développer un AVC ou, on disait, une crise de cœur. Il y a trop de pression dans le tuyau, là. Ça peut rupturer ou... puis ça peut briser les vaisseaux qui sont tout petits, là. On disait les yeux, les reins. Ça peut même amener des problèmes érectiles parce que, tu sais, les petits vaisseaux sanguins, ça prive l'organe d'oxygène. Fait que ça va toucher les petits vaisseaux avant les plus gros vaisseaux. Oui. Exact. Il y a aussi un impact, je pense, de la nicotine sur le sommeil. La nicotine est un stimulant. Fait que souvent, la qualité du sommeil va être moins bonne chez les gens qui vont fumer plus tard dans la journée ou dans la soirée. Ça diminue notre oxygène dans le sang. Ça a un effet vraiment multisystémique. Quand je dis multisystémique, sur tout le corps, ça va amener des conséquences au niveau du cerveau. Fait que de penser, en fait, puis il n'est jamais trop tard pour arrêter, justement, parce que les petits vaisseaux, il y a des endroits, les petites cellules vont se régénérer aussi pour que le sang puisse finalement bien passer, là. On lisait, il y avait plusieurs étapes. Valérie, tu avais ressorti un beau document que, justement, après 20 minutes seulement, la fréquence cardiaque, elle se normalisait, la pression artérielle, elle diminuait aussi. Absolument. Puis, tu sais, je pense dans les vrais ou faux, on t'avait posé la question, tu sais, qu'après 15 ans d'abstinence, on était revenu à la santé cardiovasculaire de quelqu'un qui n'avait pas fumé. Puis, je pense qu'après 1 an d'avoir arrêté de fumer, on est à 50% de moins de risque de développer une maladie cardiovasculaire. Ce qui vaut quand même la peine. Ça vaut la peine. Tantôt, on a parlé des choses, des fausses croyances que les gens avaient par rapport au tabagisme, là, que, bon, sont accros, ou, tu sais, en fait, leur ressenti. On a parlé du sevrage, on a parlé de l'impact de la nicotine, mais il y a aussi une autre fausse croyance qu'on entend souvent, ou plutôt, peut-être pas une fausse croyance, mais que ça fait prendre du poids d'arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a quand même une moyenne d'environ 8 à 10 livres
environ de prise de poids, parce que la nicotine vient augmenter le métabolisme. OK. Et la nicotine diminue aussi la sensation de faim. Le tabac vient nuire à nos papilles gustatives. Mm-hmm. Donc, ce qu'on mange goûte moins bon. Si on arrête de fumer, ben là, on recommence à trouver que ça goûte bon. C'est bien plus le fun. Ce qui est une bonne chose, de reprendre plaisir à la vie, mais quand on est conscient de ce qui se passe, c'est peut-être plus facile de le voir venir puis de prévoir les choses, d'être accompagné. Oui, parce que les gens ne sentiront pas nécessairement le sentiment de satiété. Mm-hmm. Fait qu'ils vont manger plus que c'est quoi leurs besoins. Donc, s'ils prennent conscience que finalement, ils n'ont pas faim, c'est juste qu'ils ont le goût de se mettre quelque chose dans la bouche, ben peut-être qu'ils vont faire des meilleurs choix. Par exemple, manger du céleri que... Ça va être mieux que de manger des chips. C'est super bon du céleri, c'est croustillant, c'est plein de bons nutriments. Mais tu as raison, puis c'est quelque chose qu'on voit souvent, fait que je pense que... Puis il y a plein de choses qu'on peut faire pour accompagner les gens dans l'arrêt tabagique, là. Toi, tu dois en côtoyer beaucoup dans ta pratique. C'est quoi les pistes de solutions? Bien, il y a les lignes J'arrête, je gagne, il y a les centres d'abandon du tabac qui existent, il y a de la médication qui peut être prescrite, soit par le médecin ou par l'IPS. Il y a des médicaments en vente libre, comme les timbres, pour les ados, ça vaut la peine qu'ils soient prescrits parce qu'ils vont être complètement remboursés. Ouais. Les adultes, c'est quand même moins cher s'acheter des timbres de nicotine que s'acheter des paquets de cigarettes pour la semaine. Ah, puis c'est rendu cher, les cigarettes aussi, cher. Là. Qu'est-ce qui fait que de prendre un timbre de nicotine est moins nocif, dans l'arrêt tabagique, là? Bien, il n'y aura pas tous les composants. On parlait de 7000 composants tantôt. Bien, là, on a de la nicotine. L'effet secondaire qu'il peut y avoir, c'est les gens qui réagissent à la colle du timbre. Mais ça, il y a moyen de faire autrement. Là, il y a moyen de mettre un produit pour diminuer l'irritation. En changeant de place, ça diminue ce risque-là aussi. Mais dans le timbre, il y a de la nicotine, puis il n'y a pas toutes les autres composantes. Le timbre aussi aide à diminuer l'habitude de mettre la cigarette à la bouche, parce qu'il y a une partie que les fumeurs, c'est l'habitude qui vient de porter quelque chose à sa bouche. Donc, en ayant moins besoin de nicotine parce que nos récepteurs sont relativement comblés, bien, ils ont moins souvent besoin de fumer. Puis maintenant, on recommande d'y aller avec une thérapie qui va inclure la gomme ou des pastilles en plus des timbres pour que quand ils ont une rage de fumer, bien là, ils vont prendre un autre substitut de nicotine puis ça va éviter qu'ils aillent prendre une cigarette. Puis il y a des dosages aussi. C'est de comprendre que nos gros fumeurs vont avoir les plus gros dosages de timbre, justement, qui vont être adaptés à la personne, justement pour diminuer ces espèces de craving-là, de rage de cigarette aussi. Ça fait du sens parce que c'est très sensoriel. Hein? C'est un geste qui est une habitude. C'est au niveau de la bouche. Fait avec la gomme ou la pastille, je peux imaginer qu'il y a ce besoin-là qui est répondu en même temps. Puis, comme tu disais, Kim, au niveau des concentrations, il y a un sevrage. Ce qu'on disait au début, la nicotine, c'est ce qui crée la dépendance. Oui. C'est ce qui fait qu'on a les symptômes de sevrage, mais essentiellement, ce qui nous tue, c'est tous les produits chimiques puis la combustion. Hein? Je pense que l'alternative à la cigarette électronique a sa place dans un contexte transitoire. Hein? On n'a pas encore toutes les informations, mais tu veux-tu nous parler un petit peu de comment on intègre la cigarette électronique dans le sevrage? Bien, c'est plutôt une dernière option pour les gens qui ont déjà essayé d'autres choses puis que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment de l'utiliser pour réussir à ce que la personne fasse le sevrage des autres composants du tabac, mais que progressivement, on en vienne à diminuer la quantité de nicotine qu'elle va avoir dans les cartouches de sa cigarette électronique pour éventuellement plus en avoir. Mais c'est ce qui est difficile, c'est que la plupart restent accrochés sur leur cigarette électronique. Fait que c'est pour ça que c'est pas la première ligne d'arrêt tabagique. C'est de la réduction des méfaits. Hein? C'est ce qu'on appelle la réduction des méfaits. On va choisir quelque chose qui est pas nécessairement bon, mais qui est moins nocif. Hein? On sait que la cigarette électronique, c'est une béquille, c'est temporaire. Oui, mais il n'y a pas l'aspect combustion avec, toute la composante cancérigène associée à ça, mais ce qu'il y a à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de nicotine dedans, mais la plupart des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine aussi. Fait que ça, c'est vraiment à faire attention. C'est de faire attention, pas de remplacer une dépendance par une autre dépendance, parce qu'on se ramasse finalement avec un autre problème qui éventuellement
qu'il va falloir enlever aussi. Ça va être un autre challenge, Puis un pour autre défi. l'instant, on ne sait pas c'est quoi l'impact de ces produits-là inhalés qu'il y a dans la cigarette électronique. Fait que la glycérine qu'il y a dedans, quand elle est chauffée, c'est probablement que ça se dégrade dans un autre produit. Fait que c'est quoi l'impact de ce produit-là, de la glycérine qui a été chauffée pour produire l'effet avec la nicotine? On ne le sait pas. Ça fait pas assez longtemps que la cigarette électronique existe. Puis ça va venir éventuellement qu'on va avoir plus de réponses aussi à ce niveau-là, au niveau du vapotage. Je voulais faire un petit rappel sur le dépistage, hein, parce que c'est ça pourquoi on est là. Donc, veux-tu juste nous résumer à qui s'adresse le dépistage, comment ça fonctionne, comment ils peuvent aller chercher leur prescription, parce que ça prend une prescription? Oui. Fait que pour le programme québécois de dépistage, il faut avoir entre 55 et 74 ans, avoir fumé pendant un total de 20 ans. Fait que c'est quelqu'un qui a fumé 10 ans, qui a arrêté 2 ans, puis qui a refumé un autre 10 ans, ça fait le 20 ans. C'est un total. Okay. C'est le total. Puis il faut que ça fasse moins de 15 ans qu'il ait arrêté de fumer s'il a arrêté de fumer. Okay. Ou bien il continue de fumer. Il ne faut pas qu'il y ait de cancer du poumon connu. Aussi, est-ce que la personne est capable de subir les examens qui viennent avec? Oui. Parce qu'il y a des gens que leur état de santé est tellement mauvais qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage à aller le chercher. Donc, il faut voir c'est quoi les avantages, les inconvénients qu'il y a pour chaque personne. Mais pour ceux que ça vaut la peine de le passer, bien, c'est de prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé, soit l'IPS ou le médecin, pour avoir sa prescription. Ça, même si on n'a pas de médecin de famille, on est capable de l'avoir. 811, option 3, on prend un rendez-vous. Oui. Puis ceux qui auraient des symptômes n'entrent pas dans le programme de dépistage. Fait que là, c'est vraiment de consulter le professionnel de la santé qui va prescrire les examens appropriés pour voir qu'est-ce qui cause les symptômes. Bien, parlez-en. Vous y avez droit. Ça sauve des vies. Je pense que c'est tout à fait approprié. Même si vous n'êtes pas nécessairement dans cette catégorie-là, ça sera à discuter avec le professionnel de la santé. 100%. On est rendu là à notre segment spécial OIIQ. Donc, la question de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui nous supporte dans ce projet-là. Donc, Marianne, comme tu le sais, la mission de l'Ordre est de protéger le public. Donc, dans ta pratique IPS au quotidien, c'est quoi les stratégies, les actions que tu mets en place pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? Bien, il y a la mise à jour de mes compétences, de faire de la formation continue. Il y a de me renseigner sur les nouvelles lignes directrices, c'est quoi les nouveaux produits qui existent. Comme IPS, j'ai le droit de prescrire des médicaments, mais est-ce que je dois prescrire des médicaments? C'est pas toujours ça la meilleure option. Donc, c'est de discuter avec le patient de c'est quoi la meilleure option pour lui. Voir les avantages, les inconvénients aussi de chaque méthode qui peut être utilisée. On parlait d'arrêt tabagique tantôt, bien, c'est de voir les avantages et les inconvénients des produits que je peux lui prescrire, par exemple, pour l'arrêt tabagique. Puis parfois, on va avoir des contre-indications à une molécule. Donc, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Super. Très bonne réponse. Merci. Si on avait un résumé de l'épisode d'aujourd'hui, des messages clés qu'on voudrait que nos auditeurs retiennent, ça serait quoi tes messages que tu dirais à nos auditeurs? Même si ça fait longtemps qu'on fume, ça vaut quand même la peine d'arrêter de fumer. Puis même si on a développé des maladies suite à notre tabagisme, ça vaut la peine pour préserver une qualité de vie plus longtemps. Puis on est là pour les aider, les accompagner, qu'on peut prescrire des médicaments, des traitements. Oui, puis on se rappelle qu'après 1 an d'arrêt tabagique, vous réduisez votre risque de maladie du cœur de 50 %. C'est un des plus grands tueurs, les maladies du cœur. Il y a vraiment quelque chose de positif. Un autre message clé. Toi, t'en as un, Kim? Bien, moi, je pense d'être à l'affût de nos symptômes. Puis c'est pas parce qu'on fume, qu'on tousse que c'est normal. De consulter rapidement, puis il n'y a jamais de mauvaise raison pour consulter. D'aller voir son professionnel de la santé, puis de ne pas hésiter. S'il y a une petite inquiétude, là, on est là. Puis s'il est candidat, bien, il y a des examens qui existent, qu'il y a un dépistage du cancer du poumon.
Moi, je dirais prudence à la cigarette électronique. Bien qu'on n'a pas de données actuelles, on sait qu'il y a des dangers associés. On l'a vu, on sait que ça fait de l'inflammation. Ça reste des produits qui sont inhalés, qui vont directement dans les poumons. Donc, j'encourage les gens à se re-questionner et de prendre soin de eux. Ben oui. Sans fumer. Sans fumer, puis que ce soit le vapotage, mais le cannabis aussi. Là, fait Absolument. tout produit, tout irritant, inhalé. Je lisais qu'un joint équivalait à 5 cigarettes en termes de combustion de produits, en fait, ce qu'on peut retrouver. Là. Ben oui, de réfléchir à qu'est-ce qu'on se met sous la bouche. Alors, en espérant que... Merci, Marianne. C'était super intéressant. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment le modèle de l'IPS en première ligne avec un rôle super diversifié. Tu travailles avec les jeunes, tu travailles avec une autre clinique spécialisée, tu fais de la formation, tu es impliquée. Merci encore d'avoir pris le temps de venir nous jaser. En espérant que c'était plus clair. Sur ce... Prenez soin de vous. Puis pour ceux qui ne nous auront pas encore suivis sur les réseaux sociaux, c'est l'AIPSQ, AIPSQ. On est sur toutes les plateformes. Venez nous encourager. Partagez l'épisode avec des gens qui vous tiennent à cœur, avec pour qui vous auriez peut-être le souhait qu'ils s'en aillent vers la direction de l'arrêt tabagique ou de les sensibiliser au dépistage du cancer du poumon. Ça peut sauver des vies. À la prochaine.